Donc, je reprends la parole encore pour faire ce que nous nous sommes dit, proposer quelques éléments de synthèse et de mise en perspective. Je suis embarrassé, je ne sais quoi dire, je ne sais quoi dire pour la synthèse. Sinon, parce que au début, j'ai relevé des choses par rapport aux communications présentées depuis le matin. Mais pour celles qui sont arrivées vers la fin, ça a été un peu compliqué. Donc, je ne pourrais pas jouer à l'équilibriste ici. Ce que je préférais faire, c'est de faire une sorte de relever certains éléments. Nous parlions de jeu tout à l'heure, certains éléments auxquels j'ai été sensible moi. Et parmi ces éléments, il y a un certain nombre de choses que je vais souligner, mais surtout dégager quelques prolongements éventuels qu'on pourrait apporter à ces éléments relevés. Et pour commencer dans cette synthèse et mise en perspective, je préfère repartir de quelqu'un qu'a évoqué Annie tout à l'heure, Annie Arnaud. Annie Arnaud qui a une expérience d'enseignante écrivaine et qui entretient des rapports étroits avec les langues dans son écriture. Elle met en scène en fait une tension vécue par la fille de l'épicerie émergée dans la langue parlée populaire, une fille d'épicerie devenue professeure de lettres. Elle vit une tension entre langue littéraire, parler populaire également, et en sachant que lorsqu'elle parle de langue littéraire, elle dit c'est une langue dans laquelle elle est entrée par effraction. Mais en même temps, elle se pose des questions. Comment, en écrivant, par exemple, ne pas trahir le monde dont je suis issu? Elle se pose cette question d'un retour à Yvetot. Et pourquoi est-ce qu'elle se pose la question? Parce qu'elle vit en même temps, quel est l'effet de son travail de prof, une sorte de tension entre une domination subie par les institutions, l'école également, et en même temps une domination exercée. Elle est prof, elle doit représenter l'institution scolaire auprès de ses élèves. Elle est vraiment tiraillée à Annie Arnaud entre ces deux logiques. D'où une question, comment donc écrire? Et ce qu'elle indique, voilà un procédé. Je suis sûr que du fait de la synthèse, je fais une lecture très très rapide. Elle nous dit, pour écrire consiste également à, et là c'est sur la diapo, inventer une langue qui intègre les mots et les expressions en usage dans les classes populaires, parfois quelques mots de patois. Il s'agit d'intégrer ces mots et ces phrases à pour moi une signification profonde. Ces pratiques disent les limites et la couleur du monde où vécut mon père, où j'ai vécu aussi. Et dans un autre texte, elle nous dit, on s'est déshabitué des mots de la moralité courante pour d'autres mesurant les actions, les comportements et les sentiments à l'aune du plaisir, frustration et gratification. Il s'agit donc de comprendre qu'écrire suppose d'inventer, de se déshabituer, de prendre d'autres directions, d'évaluer autrement les comportements et même les sentiments. Voilà en fait autant de repères qui permettent à Annie Arnaud d'exprimer la pluralité des discours, la diversité des expériences en langue qui la constituent. Et l'écriture devient donc pour elle un instrument pour saisir, comprendre et montrer la vie. Et moi, j'ai vu des liens étroits entre ces rapports évolutifs aux langues, aux comportements, aux sentiments, avec plusieurs points de vue développés depuis ce matin. Et ce que je vais faire, c'est mettre en perspective un élément qui m'a beaucoup plus parlé ici, à travers le mot déshabitué, parce que je pense pour moi que, et on l'évoquait déjà depuis ce matin, la perspective de l'indiscipline, là c'est Myriam qui travaille cette perspective en particulier, rentre dans ce processus de déshabitude. Que veut dire déshabituer pour moi? Déshabituer pour moi veut dire changer de paradigme, changer de démarche épistémologique. Il ne s'agit pas de renoncer au passé, il s'agit de comprendre à la fois le présent, le passé, le futur, à partir de repères parfois ignorés, donc des repères très souvent minorés, mais en même temps, il s'agit dans tous les cas de développer un point de vue alternatif. Cette déshabitude suppose donc de valoriser l'inconnu, la surprise, telle qu'expérimentée ou exprimée, par exemple, dans quelques exemples de la pandémie dont nous avons parlé depuis ce matin, en convoquant notamment l'histoire et la créativité. Pourquoi l'histoire? Parce que j'ai rencontré chez un anthropologue, Jean-Pierre Laurent,
euh, l'idée que le port du masque participe de la mise aux nouvelles normes de la vie sociale. C'est ce que dit Jean-Pierre Laurent. Et ces pratiques, c'est la question que je me suis posée, ces pratiques sont-elles vraiment nouvelles? Euh, L'expérience de masque nous a habitués au lexique, à des termes comme catastrophe, comme bouleversement. Et je me suis demandé s'il ne s'agit pas seulement d'une spectacularisation d'un processus pratiquement millénaire, une accentuation de certains phénomènes. Annette l'a souligné dans son propos également. Et s'inspirant de Fatima Mersini, c'est ce que Mohamed a relevé ce matin aussi avec l'exemple de harem, lorsqu'elle montrait que les femmes n'avaient pas besoin de pandémie pour vivre le lexique de la pandémie au Maroc. Dans tous les cas, l'histoire des épidémies, des pandémies est en effet ancienne parce qu'on se rend compte que je me suis rendu compte, hein, ça je ne le savais pas avant, que les deux premières grandes épidémies ont eu lieu au 5e et au 6e siècle. J'ai compris également que la peste noire a eu lieu au bas Moyen Âge. La lèpre est arrivée au Moyen Âge. Et une expérience plus récente encore, c'est l'expérience d'Ebola en Afrique. Mais à chaque fois, dans tous les cas, ces expériences, ces rapports aux maladies, quelle que soit l'ampleur, ont eu des conséquences hein, en faisant émerger différentes tensions, en faisant émerger des façons de s'approprier, de s'habituer à la vie quotidienne. Dans tous les cas, un élément particulier peut être souligné dans ces différents éléments de familiarisation, c'est la capacité de créativité permanente qu'on voit également dans nos disciplines que nous pratiquons, je parle de sociolinguistique, qui peut se résumer dans ce que j'appelle compétences plurilingues. Il conviendrait donc ainsi de se rappeler parfois l'histoire de certaines situations que nous vivons pour essayer de nous adapter, de revivre autrement la compréhension d'un phénomène actuel. Et pour la créativité, en quoi est-ce que ça m'a paru pertinent à souligner dans cette synthèse? C'est que la créativité repose également sur, en fait, c'est un processus qui est caractéristique de la majorité des solutions abordées face à la pandémie, que ce soit dans les pratiques professionnelles, que ce soit dans la vie quotidienne. À chaque fois, dans tous les cas, nous devons nous approprier une situation nouvelle, que ce soit une langue nouvelle, une personne nouvelle, un pays nouveau, une maladie nouvelle, j'ai l'impression que nous créons, nous imaginons, nous inventons le plus souvent. Et comme nous l'a expliqué Annie Ernaux, qui invente les langues en se déshabituant des pratiques courantes, l'imagination est également féconde face à l'inconnu. Cette créativité est ici associée à une liberté de vision qui rappelle la liberté poétique, la sensibilité de l'artiste. Quand Emmanuel Rousseau, Gadet nous pensait à intégrer l'imprévu, à prendre en compte l'imprévu dans la mise en place de processus d'enseignement liés au tandem. Et à Myriam qui a abordé ce matin la question de l'imagination également, qui a abordé non pas seulement dans le sens d'oublier, mais surtout dans le sens de vivre, d'exister. Et Mohamed l'a souligné dans son propos aussi. Et pour moi, donc, croiser imagination, créativité, histoire, revient à faire confiance à l'humain, à l'humanité dans l'humain, ce qui révèle notamment le besoin de lien social. Charline l'a relevé dans son propos ce matin, un lien social ressenti et exprimé malgré la présence des outils numériques. Ces outils ne doivent pas empêcher de penser à soi dans les rapports avec les autres. Là, c'est l'idée, c'est le travail, le recueil en chantier de Charline qui m'a souligné cette dimension. Cela revient donc à penser autrement l'humain, parce que pour moi, on ne peut atomiser le social et réduire les humains au statut d'individus isolés. Et les étudiants, par exemple, ne peuvent exister ensemble, chacun dans son coin, derrière un clavier d'ordinateur ou un téléphone. Il s'agit d'un besoin de lien qui rappelle le désir d'être avec d'autres humains, dans le sens où c'est le regard d'autrui, là je me réfère à Osias, c'est le regard d'autrui qui se projette sous l'angle de l'identité-altérité qui permet d'exister. Et là, c'est une lecture hein, de l'altérité vraiment qui a été très bien problématisée par Ricoeur. Il convient néanmoins, pour sur un plan éthique, de ne pas oublier nos responsabilités envers nos semblables, dans des contextes pluriels qui sont mouvants, parfois sentis, mais toujours partagés. Et tout cela m'amène donc, et c'est vraiment l'élément de perspective que je veux souligner, à imaginer que pour répondre
à ces questions qui sont mouvantes, il faudrait peut-être réfléchir à d'autres perspectives épistémologiques. Pourquoi pas reconvoquer le jeu dont nous avons parlé tout à l'heure à la fin de la conférence d'Annette. Dans tous les cas, pour moi, croiser histoire, créativité me conduit à l'hypothèse de l'appropriation, bien de la réappropriation. Annette en a parlé tout à l'heure, ou bien de la réception, si je me fie à ce que Maëva peut penser. Je sais que Jimmy a parlé de la réappropriation tout à l'heure. C'est un élément qui me semble pertinent à souligner également. C'est une réappropriation qui peut être appréhendée à partir de ce qu'en dit, par exemple, Dastur. Dastur nous dit s'approprier quelque chose ne veut pas dire le posséder, mais le porter à ce qu'il a de propre, le laisser advenir en propre. Pour moi, donc, vraiment, c'est cela, s'approprier, se réapproprier quelque chose. Cela veut dire se familiariser à une situation inconnue, l'accepter telle qu'elle est et s'y habituer. Et pour revenir aux langues, ce point de vue appropriatif consiste à réfléchir de façon diversifiée dans lesquelles les individus euh, peuvent faire l'expérience des langues à partir de ce que Myriam a appelé ce matin l'incompréhension. Comprendre à partir de l'incompréhension. Moi, ça m'a semblé pertinent de souligner cela, qu'on peut dire il y a des moments où il faut absolument s'habituer, se familiariser, traduire en sens des éléments qu'on ne comprend pas a priori. Et comment les comprendre a priori, s'y projeter à partir, par exemple, du je. Les locuteurs s'approprient donc les langues en faisant usage, en les animant, en conférant aux langues de nouvelles formes, en les investissant en même temps. Voilà pourquoi je pense que c'est un processus en même temps de reconstruction de soi, de reconstruction de sa vie, plus globalement, hein, un processus de gestion de situations dérangeantes, un processus qui permet dans tous les cas de se familiariser à l'étrangeté. Et comprendre la pandémie, c'est aussi s'approprier l'ambiance du monde environnant qu'on ne comprend pas entièrement. C'est cela aussi, traduire le monde de façon significative pour soi. C'est un processus qui repose sur un principe, celui de la réflexivité, qui ne doit pas être perçu comme une démarche ici. J'en ai parlé pendant la pause avec Maëva, mais plutôt comme, c'est un peu ce que fait Annie Ernaux. Je pense que, si j'ai bien suivi Jimmy, Sonia Sophie Chrono fait la même chose. Ou bien, Annette a parlé d'un témoin, j'ai oublié le nom, mais qui, à mon avis, travaillait sous la même perspective également. L'idée, c'est de créer un monde, d'arriver à créer son monde à partir du monde qui nous entoure. Il s'agit donc de prendre appui sur sa vie pour comprendre expérientiellement le monde dont. Et cette compréhension expérientielle, voilà comment je peux la traduire moi en m'appuyant sur le travail de Humboldt. Il nous dit toute compréhension consiste en effet toujours à l'application de quelque chose de général, préalablement existant, à quelque chose de nouveau et de particulier. Si Annie Ernaux invente par exemple une langue d'écriture, elle prend appui sur des éléments en usage, mais à partir de ce qui fait sens pour elle, or ce qui fait sens pour elle part de son vécu, sa province, sa famille, ses relations avec son père, de la façon dont elle a perçu et perçoit son monde à elle. Voilà aussi comment prendre en compte des éléments inconnus sans les considérer a priori comme des bouleversements inédits. Il ne s'agit pas de vouloir discriminer ou bien de s'y projeter à partir d'un point de vue économique. J'ai relevé dans ce matin que face à la pandémie, nos autorités, vu sur le point de vue qu'ils ont, mais on peut aussi vouloir s'impliquer pour comprendre. On peut aussi vouloir s'engager pour comprendre, ce qui suppose de prendre en compte la diversité des façons de comprendre. On peut avoir un comprendre institutionnel, un comprendre qui relève de la norme, mais on peut aussi avoir des comprendre expérientiels. L'idée, c'est de comprendre que chacune des façons de se projeter dans le monde repose sur un projet qu'on a de façon spécifique et un projet lié à une situation. Et dans cette perspective, des termes comme le changement, hein, si je reviens un peu à la linguistique, le changement linguistique, la variation linguistique deviendrait des principes pertinents pour envisager la dynamique du monde. Et comme nous l'avons compris tout au long de la journée, la littérature, par exemple, nous fournit en ce sens des repères très pertinents pour travailler à ce type de comprendre qui repose sur la création, qui repose sur l'imagination. Il s'agit, si nous investissons cette piste,
de nous poser la question de ce qu'est un être humain en société, ce qui permettrait de sortir du destin institutionnel du contrôle de Orwell. Je pense que vous connaissez Orwell, George Orwell, qui est le créateur de Big Brother. Il s'agit de sortir donc du contrôle de Orwell à l'origine de différentes formes de vulnérabilité aussi. Et s'y échapper, c'est aussi valoriser le sens du monde en tant qu'il est incorporé. Myriam et Charlie ont souligné la dimension corps ce matin aussi. Donc, comprendre le monde en tant qu'il est incorporé est présent dans la sensibilité, sur le plan imaginaire, sur le plan affectif également. Et je pense que la dimension affective a bien été explicitée par Annette en se référant à Georgette Leblanc. Il s'agit donc de considérer en même temps les expériences de la rue, ce que Selima, c'est une personne qui est mise en scène dans la capsule 6 des vidéos réalisées par nos étudiants du B2E. Selima parle du bordel de la poésie. Et moi, voilà vraiment comment je comprends cette expression, le bordel de la poésie, de voir la langue sous l'angle poétique. Myriam en parlait ce matin aussi. Et il s'agit donc d'articuler tout cela dans une dimension, pour moi, réflexive. Voilà comment on pourrait travailler à comprendre autrement ces situations dérangeantes, ces bouleversements, pour utiliser le terme qui circule. Mais il s'agit surtout de comprendre ici, en réfléchissant aux conditions de possibilité du sens toutefois. Et donc, voilà donc, et la francophonie dans cette histoire, c'est la question que je me suis posée. Comment faire? C'est un peu à ce à quoi à cette thématique que j'ai posée tout à l'heure quand j'ai adressé ma question du jeu à Annette, parce que je ne savais comment problématiser la francophonie avec toutes ces différentes réflexions depuis ce matin, où on voit bien que le point de vue institutionnel n'est pas nécessairement le point de vue à valoriser dans la perspective de comprendre des situations de pandémie ou bien des situations de changement. Convenons que problématiser les francophonies en valorisant une dimension poétique, en valorisant les expériences, c'est reconnaître l'imprévisibilité et la pluralité comme des repères pertinents pour des francophones et même pour des non-francophones, conduit ainsi à une conception, ce qui conduit donc à une conception déshabituée de la francophonie. Je me suis dit, peut-être qu'au lieu de s'en tenir au point de vue institutionnel, qui ne sert pas négligeable parce qu'à partir de ce point de vue institutionnel, on a bien vu comment, en fait, c'est un point de vue qui fait sens à certaines personnes. Je pense aux personnes qui se reconnaissent dans le rapport Attali, par exemple, et les francophonies économiques. C'est pertinent pour certaines personnes, mais je pense qu'il faut également valoriser d'autres expériences de vie d'humains en recherche de liens de personnes francophones ou non francophones à partir de leur ressenti de situations francophones dans lesquelles ils se projettent à partir d'histoires variées, de projets qui sont également variés, qui sont divers. Il s'agirait donc de penser la francophonie non pas seulement comme un ensemble de pays, là c'est le point de vue institutionnel, qui peuvent commercer entre eux à partir d'une perspective néolibérale, ça c'est vraiment le point de vue institutionnel, mais il s'agirait de s'y projeter à partir des expériences de jeux, de plusieurs jeux également, à partir de projets de vie dans lesquels les langues sont... et parmi ces langues, je pense à certains parlers considérés comme français, avec S ou sans S, Myriam, ces français joueraient, ou bien ce français jouerait un rôle fondamental. Voilà également comment réfléchir à cette notion en essayant d'expliquer les projets des personnes perçues comme pertinents dans chaque situation. Emmanuel a dit tout à l'heure que pour mettre en place les tandems en jeu l'année dernière, qu'est-ce qu'on a fait? La question n'a pas été d'imposer une façon de faire, de poser la question aux étudiants, que pouvez-vous faire actuellement? Quels outils avez-vous? Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Et voilà comment WhatsApp a émergé comme un outil qu'on pouvait compliquer, qu'on pouvait convoquer, qu'on pouvait mettre en œuvre pour travailler sur les tandems. Donc l'idée, c'est de poser la question également, qu'est-ce qui fait sens pour ceux qui s'identifient comme francophones, pour ceux qui permettent aux situations dites francophones de faire sens donc. Donc voilà une bouteille jetée à la mer, on pourrait commencer à travailler francophonie sous cette perspective également. Pourquoi? Parce que pour moi, la francophonie équivaut dans tous les cas à un vaste réseau expérientiel de signification, un réseau dans lequel la transformation de soi avec d'autres deviendrait probablement banale, parce que normal,
il s'agirait d'une situation dans laquelle, si je reprends un peu un extrait de la dernière diapo d'Annette, ce n'est rien qu'une façon de vivre, en fait. Voilà comment est-ce que moi je pourrais envisager les francophonies. Et donc, je vous remercie beaucoup, non seulement pour avoir écouté cet élément de synthèse, mais j'imagine que vous allez un peu réagir avec la fin de mon propos. Et donc, voilà. Avant tout, merci et bravo, bravo. Dis donc, quelle magnifique synthèse, même si tu dis que ça n'en était pas une, ça donne vraiment des ailes pour la suite en termes de mise en perspective. Je me recoupe le micro. Oui, merci. C'était un peu ça le but, de souligner des éléments de questionnement qui pourraient amener à travailler, à réfléchir, à pousser la réflexion beaucoup plus loin. À la fin de cette lecture, j'ai essayé de faire comme, ben voilà, j'ai pu. Bon. En tout cas, du coup, Myriam l'a très bien dit. Merci beaucoup, Valentin. Voilà pour cette synthèse. Donc, du coup, la parole est à nouveau ouverte avant de proposer à Charline de nous faire écouter, du coup, l'enregistrement qu'elle nous a envoyé. En sachant que la parole est ouverte, des éléments qu'on pourra ajouter à cette perspective, voilà, des commentaires qu'on pourra en faire aussi. On peut prendre 5-10 minutes pour le faire avant de passer à voilà. Je ne suis pas sûre que ça soit le plus intéressant, mais c'est par là que j'arrive à attraper quelque chose là tout de suite en cette fin de journée. J'ai l'impression que pour revenir à la question de la francophonie, puisque effectivement elle était un peu l'amorce de notre élan collectif, il y a sans doute un élément très intéressant dans ce que tu as dit autour d'une possibilité de redéfinir l'appropriation comme n'étant pas une manière de réduire au même et donc d'imaginer un jeu qui serait une forme beaucoup plus ouverte que celle qu'on entend le plus souvent dans sa réduction identitaire la plus stricte, et qui est sans doute aussi liée à la façon dont tu envisages la possibilité de se déshabituer sans pour autant rejeter tout le passé, mais en faisant aussi avec l'existant. Enfin, j'ai vraiment l'impression là qu'il y a une espèce de ligne parallèle que tu traces qui est très juste, et qui sans doute peut aussi renouveler de l'intérieur une certaine vision de la francophonie sans forcément l'écarter entièrement. Mais si on arrivait déjà à repenser la question de l'appropriation sans repartir de la notion de propriété, voilà, qui ne serait pas faire sien, mais des manières d'étrangers comme de se déshabituer, je ne sais pas, il y a vraiment quelque chose là, je crois. Oui, l'idée n'est pas nécessairement d'opposer, l'idée c'est tout simplement, en fait, comme je reprends vraiment ce que j'ai relevé de la dernière diapo d'Annette, de vivre, quoi. De vivre. Et vivre veut dire, si je prends l'exemple, en fait, un peu ce que nous avons pu développer face à la situation de pandémie, vivre, c'est s'orienter où ça fait sens à un moment précis par rapport au projet qu'on a à ce moment-là. C'est essayer de diversifier ses points de vue, c'est vivre en étant sensible au monde. Moi, par les temps qui courent, c'est pratiquement particulièrement précieux et audacieux de se donner comme première tâche de vivre. Hein. Je n'ai pas l'impression que c'est ce qu'on fasse le mieux par les temps qui courent, ou qui ne courent plus d'ailleurs. Ça, c'est bien dit. Ah oui. Ah oui. Et que c'est donc aussi se laisser affecter. Bien sûr, se laisser affecter, en fait, être humain, quoi. Vivre comme un être humain, normal, tout simplement. Parce que j'ai l'impression qu'on a tendance à se robotiser, à se transformer en machine, à transformer d'autres en machine. On est tellement dans cette logique du progrès qu'on oublie qu'on est des humains, affectés, comme tu dis. Et être affectif, ça veut pas seulement voir hérisser le poil sur sa peau, ça veut vraiment dire être concerné par l'autre et accepter le monde où nous sommes et l'affronter avec nos moyens, avec nos armes, mais surtout l'affronter. Et l'affronter dans les différentes expériences, comme tu l'as si bien dit, je pense que c'est quelque chose qui a l'air simple, mais qui n'est pas si simple que ça. Oui, tout à fait, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mm. Des expériences qui évoluent du point de vue institutionnel ou bien du point de vue expérientiel aussi, vraiment de diversifier ces points de vue, je pense qu'on gagnerait quelque chose. À accepter la diversité comme un principe de vie, en fait, ou bien la différence, Myriam, comme un principe de vie.
Moi, c'est vrai que je préfère parler de différence, mais je pensais aussi aux 2 dernières interventions. Merci encore, Annette, où s'il y a un sens dans cette, comment dire, dans cette perspective qu'on qualifie de mineure, mais qu'il ne faudrait pas opposer de façon dichotomique à majeure, c'est justement de revendiquer les différentes manières d'être différent. Chaque Voilà, c'est personne ça. différente est différente à sa manière. C'est ce que tu Voilà. disais aussi, Valentin, Oui. à propos de la différence. Qu'est-ce que tu disais? De prendre en compte la diversité des manières de comprendre. Ah oui, tout à fait. Sauf que c'est pas si facile que ça. Ah, mais ça n'allait Ça- pas pandoute même. Non, Ça c'est pas... c'est Non, j'avoue, c'est vraiment pas facile minoritaire, parce que... entre guillemets, que tu as intériorisé, en fait, tous les mécanismes Voilà, de la minorité. C'est ça, la part. Mm. Même si, bon, dans le discours, on veut essayer de justement abolir ces différences et de pas de se mettre dans des paradigmes vraiment distincts, il reste qu'on est quand même habité par toute sorte une série d'expériences depuis la jeunesse qui font en sorte qu'on ne se sent pas nécessairement capable de le faire. C'est pour ça que j'ai une grande admiration pour les 2 personnes que j'ai présentées qui le font. Ah oui. Mais sans doute que On se sent peut-être pas toujours capable de le faire, ou alors on est dans une position majeure et majoritaire qui fait qu'on est dans un point aveugle qui empêche aussi de le faire. oui. Et j'ai l'impression là, parfois, en tant que scientifique, pour le dire comme ça, que c'est aussi une vraie responsabilité et une vraie difficulté de ne pas croire détenir quelques savoirs qui permettraient de laisser de côté d'autres formes d'expérience ou de connaissances sous prétexte qu'elles seraient moins élaborées, moins légitimes. En fait, dans toutes les positions, j'ai l'impression que c'est toujours une vigilance à maintenir. C'est plus ou moins confortable. Hein. Ça peut être beaucoup plus confortable depuis une position instituée, mais est-ce qu'on le fait mieux pour autant? Ah oui, bien sûr. Lorsqu'on adopte un point de vue institutionnel, c'est toujours tellement plus confortable parce que, dans tous les cas, j'ai l'impression que toutes les réflexions que nous menons, en fait, pour moi, montrent que nous avons une certaine expérience, nous, de la minorité. Et qu'on se reconnaît un peu dans ce type d'expérience aussi, parce que lorsqu'on s'y reconnaît, on embrasse le point de vue institutionnel, on n'a plus d'effort à fournir parce que c'est à l'autre de fournir l'effort de me comprendre. L'institutionnel ne comprend pas, c'est l'autre doit le comprendre et c'est à l'autre de fournir cet effort-là. Donc voilà. Et puis tu disais tout à l'heure, tu revenais sur la difficulté à traduire ce type d'expérience en net. Moi, je connais beaucoup de collègues avec qui mènent ce type de discussion, mais au moment de prendre la parole, c'est une épistémologie de l'institution qui est mobilisée. Et rien que dans la prise de parole, ce qui coupe à toute discussion possible. Moi, ça fait partie des moments de la journée où j'ai rien compris sur les muets qui n'existent pas du point de vue de la linguistique ou de la prise de parole. Alors là, on m'a perdu complètement. Et juste, je voudrais aussi saluer les étudiants, les étudiantes et toutes les personnes qui sont là et qui sont en silence pour dire que c'est aussi un dispositif redoutablement difficile que l'institution redouble là avec ces outils technologiques où c'est vraiment pas du tout simple de se lancer dans la prise de parole, en fait. C'est des stratégies d'invisibilisation. What do you want? Et qui redouble des précarités. Moins on a un Internet qui marche vite, moins on peut mettre la caméra. Moins on met la caméra, moins on est repéré. Moins on est repéré, moins on se représente soi-même comme faisant partie du groupe et ça va très vite. Voilà. Et à chaque fois, on fait un pas un pas en arrière, un autre pas, et ainsi de suite. Et à un moment, on est persuadé qu'on fait ce qu'il faut pour ne pas être visible et qu'il ne faut même pas être visible. Et pour ça, vraiment, je voudrais dire à quel point c'était extrêmement riche que tout au long de la journée, vous ayez pris soin que nous ayons des récits d'expériences, de témoignages, différentes modalités de prise de parole, depuis l'intérieur de l'université, depuis l'extérieur de l'université, depuis des positions intermédiaires. C'est précieux et c'est peu fréquent. Voilà. Merci beaucoup. À vous, vraiment. Il faut dire que les étudiants, les collègues aussi ont accepté de jouer le jeu. Et on s'est tous mobilisés pour ça. Et puis, une fière Chandelle Maïeva aussi qui
connaissant bien comment ça fonctionnait du point de vue de l'Université d'Angers. Moi, je suis arrivé cette année seulement. Donc voilà, son expérience a été mise à contribution pour que les choses soient mieux articulées et voilà. Quelle équipe, quelle équipe. Merci. Donc, je propose, s'il n'y a plus de prise de parole, cet élément de synthèse, je vais la laisser sur l'équipe team. Je ne sais pas comment nous allons nous organiser par la suite, Maëva. Alors, par la suite, du coup, on va retravailler les vidéos. Donc là, elles vont être accessibles hein, sur l'équipe. Voilà. Elles sont accessibles pour les regarder sur le SharePoint, mais ça veut dire que pour ceux qui ont Teams dans leurs institutions, il faut du coup, il faudra désactiver en fait le SharePoint de votre institution pour se connecter sur celui de notre institution. Donc voilà. Mais autrement, on va les retravailler assez rapidement et on les postera en fait sur YouTube, sur la chaîne de l'université, etc. Donc vous pourrez y avoir accès avec un coup de pouce du service informatique qui nous aidera à enlever les possibles bruits de fond ou choses comme ça qui ont pu être présentes avec un joli petit design, logo université. Voilà. Voilà, donc ça va nous prendre 2 petites semaines. Voilà, avec le service info, le temps qu'ils nous remontent dans leur aide. Donc, du coup, il y aura ça. Sinon, il y a déjà des PowerPoints qui sont aussi accessibles, que certains collègues ont accepté de laisser sur l'équipe. Ceux qui le souhaitent peuvent aussi déposer les leurs sans aucun problème, puis ce sera très certainement apprécié, notamment par les étudiants. Le groupe est fermé. Néanmoins, on est quand même plus d'une centaine de personnes sur l'équipe. Donc, il faut quand même le savoir, si vous déposez, il y a quand même une centaine de personnes qui ont accès. Voilà. Et sinon, vous avez également accès aux capsules de nos étudiants du BDE, où en fait, pour nourrir, pour préparer les gens, faire de la communication autour de l'événement, on fait des petites bulles, des petites capsules vidéo avec différents artistes des 4 coins de la francophonie. Ils ont vraiment essayé d'aller sur tous les continents. Et donc ça peut être sympathique à regarder. C'est des petites capsules d'1 minute 30, donc je leur rends hommage là-dessus parce que c'est qu'1 minute 30, mais il a fallu solliciter, il a fallu trouver, il a fallu monter, donc quand même, elles ont bien joué le jeu, et puis je trouve que c'est important de resaluer une nouvelle fois le BDE du master. Elles ont fait un travail assez incroyable aussi. Voilà pour l'organisation. Avec des capsules très pertinentes également, il suffit d'écouter ces personnes rencontrées, interrogées. Ce sont des expériences qui parlent autrement, qui font vraiment écho au développement que nous avons eu aujourd'hui. Voilà. Et puis, autre chose, nous avons réfléchi, Maëva et moi, à un éventuel prolongement éditorial sans véritablement voir exactement quoi faire dans tous les cas. Pour l'instant, nous avons, si un collègue ou l'autre ou une collègue souhaite continuer, poursuivre son texte dans le sens éditorial du terme, nous avons des contacts possibles avec lesquels ce projet, une suite pourrait être donnée au projet. Donc, on reviendra vers vous si les choses mûrissent et éventuellement, si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous en parler aussi. Oui. Ce serait le projet actuel, ce serait sous une forme de numéro de revue. Voilà, par exemple. Donc, voilà. Très bien. À compléter éventuellement, mais bon, en perspective en tout cas. Voilà. Et puis, du coup, je vous propose de terminer, si vous n'avez pas de questions, de terminer avec l'écoute du récit de Charline. Voilà, qui va terminer cette journée. Merci beaucoup et bravo encore, en tout cas, vraiment. Merci. Et sincèrement, avant de passer à ce récit, bravo à vous aussi. Nous vous remercions. Vous êtes resté là du début jusqu'à la fin. Vraiment, c'est super, c'est génial. Ça fait plaisir. Hein, ça a été un plaisir de vous voir là. Ça fait plaisir de savoir que vous êtes là et de voir comment est-ce que les communications, les prises de parole ont résonné
les unes avec les autres. J'ai trouvé ça vraiment génial. On dirait que Maëva et moi, on s'est arrangé pour dire, toi, tu diras ceci, toi, tu diras cela. Donc, ça a été très bien. J'ai beaucoup aimé de voir des choses résonner les unes avec les autres. Et merci sincèrement C'est d'avoir pas le moment accepté. où on peut dire aux autres qu'en fait, c'est vous qui avez écrit ma com. Non, on peut pas. En fait. Ah, pardon. Merci encore, en tout cas. Vraiment. Bien Non, joué, c'est pas maintenant l'orchestre. qu'il faut le dire. Merci Valentin, merci Maëva, merci à tous et à toutes. C'était génial, c'était très beau, c'était une rencontre. Et bien sûr, euh, les perspectives n'en finissent pas, donc peut-être on aura l'occasion de se voir dans Oui, d'autres oui, occasions oui, pour oui, bien sûr. parler, parce que Mm, justement mm, pour parler, point. Quand on mm, parle, là, toute mm, la force est là, toute la vie est là, toute l'existence est là. voilà. Voilà, merci encore une fois. Voilà, merci. Merci beaucoup, Mohamed. Alors, Oui, vas-y. voilà, c'est juste que je vois Charline avec son enfant. Je pense qu'il faudrait. Allons-y, Charline. Rebonsoir, je suis désolée pour les conditions là, j'ai pas trop de solutions dans l'immédiat là. Je suis vraiment désolée, j'espère que ça va aller. Merci beaucoup. J'ai pensé que c'est lui qui faisait la communication, donc. Bientôt, j'espère. En tout cas, merci beaucoup. J'ai pu vous écouter, c'était vraiment passionnant. Il y a vraiment pas d'autre mot. Vraiment, merci, merci à vous. Juste pour vous rappeler, excusez-moi, j'essaie de lui couper la parole. Donc, Fanta est une femme qui fait partie de l'association. Donc, pour rappel, c'est une dame que j'avais rencontrée dans des cours d'alphabétisation il y a une dizaine d'années. Donc, c'était une dame qui avait vécu des traumatismes qui l'empêchaient physiquement de prendre la parole, mais également, enfin voilà, elle avait énormément de blocages. Et elle s'est appropriée cette langue et samedi dernier, elle a lu le texte qu'elle a écrit elle-même devant une centaine de personnes en prenant le micro. Donc, elle est très fière. C'est très émouvant pour moi de présenter son travail parce qu'en fait, je sais qui elle est. Et c'est vraiment une femme extraordinaire. Il y en a plein qu'il faudrait mettre en valeur. Et elle a été très émue, en fait. Donc, elle a enregistré sur WhatsApp son texte et elle vous l'envoie. Et je peux vous le dire, elle est très, très fière. Elle m'a dit qu'elle en avait pleuré d'émotion. Donc, je vous remercie d'accueillir son texte. Je vais essayer de vous partager. Du coup, je ne sais pas comment faire pour partager en étant invité, ce qu'on utilise Teams, mais du coup, en général, comment je peux vous le partager en faisant un partage d'écran, tout simplement? Ok. À toutes les femmes, je suis femme, mère de l'humanité. Je suis femme, le mouchoir des mouchoirs qui essuie les larmes de l'humanité. Je suis femme, amoureuse sans condition. Je suis femme pour émerveiller le monde et de garantir la paix dans le monde. Je suis femme, fragile mais plus forte que tout. Je suis femme parce que ma présence est utile dans l'humanité, surtout auprès de mes enfants. Je suis femme à la vie et à la mort sans regret. Je suis femme, tolérante, souriante, belle, douce, battante, forte en douceur. Je suis le soleil. Ton micro a coupé, Charline. Ton micro a coupé. Il faut juste que tu le remettes. Sans la beauté. La sueur d'une femme coule sous la tempête. Seuls les hommes conscients connaissent la différence de la sueur et les gouttes de la tempête sur une femme. La conscience n'est rien d'autre que d'avouer, valoriser et saluer le combat de ces soldats infatigables dans le ténèbre, qui n'est rien d'autre que la femme. Alors pourquoi l'humilier? Pourquoi la violer? Pourquoi la battre à la mort? En lui séparant de ses amis, de sa famille, elle part sans leur dire au revoir. Et le plus important, en faisant de ses enfants des orphelins sans défense et de les priver à ne jamais pouvoir dire le mot « maman ». Alors stop à la violence faite aux femmes.
Elle est unique et intouchable. Sa nature ne mérite vraiment pas toucher. Stop, stop, stop. Pour finir, mes condoléances à tous les enfants victimes d'une mère battue à la mort. Parce que le mot maman est utile pour un enfant. Parce que l'amour d'une mère ne s'éteint jamais jusqu'à l'au-delà. Vous n'êtes pas seul, vous ne serez jamais seul. Mon cœur est avec vous pour toujours. Ah ouais, génial, hein? Ah, purée. Waouh! Ouais, c'est merveilleux. Enfin, ça m'émeut à chaque fois que je l'entends et voilà. Et elle est très fière de pouvoir vous le présenter aujourd'hui. Waouh! Quelle belle façon de terminer cette journée. Ah oui. Ah oui. Voilà. Waouh, tu pourras lui dire que on l'a bien écouté, puis qu'on va le publier sur la chaîne, puis tout ça. Ok. D'accord. On se sent concerné par la condition. Ah oui, ça c'est clair. Et tu pourras la remercier. Je vais le faire. Merci beaucoup à vous de lui avoir donné cet espace. Et merci à toi d'avoir compris que nous allions être sensibles à ça. Ça nous parle aussi. Merci beaucoup. Merci. Pas tout le monde. Merci beaucoup, Annette. Je suis désolée, je vous quitte. Pas de souci, Merci, Charlie. Je comprends. Merci à toutes et à tous pour votre participation. C'est de la belle organisation. Et à plus tard, j'espère, en chair et en os. Merci, à plus tard, en chair et en os. Il faut que ce moment passe et puis voilà. C'est ça. Voilà. Merci, merci à vous tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Merci. Au revoir, moi.